Euh, ok, donc Anthony Gravine, président cofondateur de Designtech. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du canal Seine-Europe. Alors le canal Seine-Europe, c'est globalement le plus gros chantier de génie civil de l'Europe de la décennie, enfin en Europe de la décennie. Pas mal de gens ne connaissent pas son existence, mais peu importe, donc on va en parler. Si vous voyez la petite map sur la gauche, là, en fait, l'objectif du chantier, c'est de relier les réseaux fluviaux du nord de l'Europe, donc nord de la France, Belgique, Hollande, qui ont des réseaux gros gabarits, avec le réseau gros gabarit de la Seine-Maritime. Et il se trouve qu'en fait, ici, on a un goulot d'étranglement qui empêche les barges conséquentes de passer le genre de barge que vous pouvez voir ici, hein. L'objectif, c'est qu'à la fin, on puisse apporter des marchandises avec des convois qui font jusqu'à 200 mètres et qui sont l'équivalent d'environ 60 à 220 camions. Donc, vous comprendrez l'intérêt. Alors, le premier, c'est de faciliter, de fluidifier la libre circulation des biens entre le nord de l'Europe et le sud. Et le principal objectif, c'est quand même d'essayer de réduire fortement le trafic routier, notamment parce qu'il y a congestion actuellement sur les routes qui passent à ce niveau-là. Et donc, en réduisant le trafic routier, évidemment, par le report modal vers le fluvial, on fait des économies de carbone et surtout aussi de pollution pour les particules fines, etc. Donc, il y a un objectif qui est à peu près chiffré entre quelques millions, entre 1 et 5 millions, parce que ça reste quand même quelque chose difficile d'évaluer, de réduction du trafic routier par an sur nos routes, ce qui en fait un chantier de génie civil dont le bilan carbone est compensé globalement en moins d'une décennie, ce qui est un exploit, parce que les chantiers de génie civil sont très émetteurs de carbone. Donc en termes d'envergure, on a un chantier de 110 km de long, donc qui est prévu d'être réalisé sur 10 ans. Il y a 60 ponts qui vont être construits, dont 3 ponts canaux, si vous savez, les ponts sur lesquels les bateaux passent, donc passer en dessous en voiture ou avec un autre moyen de transport, et dont le plus long pont d'Europe en eau, un ouvrage de 1300 mètres, celui que vous voyez en bas à droite, qui va passer au-dessus de certaines zones de biodiversité. Et vous avez la photo là pour illustrer les ponts canaux. Il y a aussi 7 écluses qui sont construites. Donc tout ça nécessite un gros effort de suivi parce qu'il y a beaucoup de constructions et d'infrastructures à développer. Et c'est là que justement on intervient. Donc il y avait plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de pouvoir mesurer l'avancement du chantier à l'échelle, hein. On parle donc de 110 km de long, avec une certaine précision. Et donc, du coup, l'usage des drones ou la mesure au sol, ça vient avec des contraintes opérationnelles très complexes au regard de la taille du chantier. Donc, ce n'était pas des instruments adaptés. Ça existe pour des petits chantiers de génie civil, mais pas pour cette envergure-là. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de terres excavées, je ne l'ai pas dit, mais c'est environ 75 millions de mètres cubes de terre qui sont excavés. Ça représente globalement un quart de ce qui est excavé chaque année en France. Et pour un total de mouvement, de déplacement d'environ 150 millions de mètres cubes. Donc là, il n'y a pareil aucune solution qui permet d'assurer la traçabilité des volumes SKV et des mouvements parce qu'il y a des cahiers des charges à respecter, notamment sur la destination de ces remblais, la hauteur aussi. Ensuite, le chantier, donc, il a un impact enfin, positif à terme sur l'environnement parce qu'il va réduire le trafic routier. Néanmoins, euh, et c'est pour ça qu'il a été accepté, parce que sinon, dans les tendances actuelles, on n'accepterait plus ce genre de chantier. Mais malgré ça, il a un impact environnemental dès le départ, puisqu'il va participer à la coupe d'arbres, à la perte d'îlots de biodiversité, la coupe de haies, etc. Et donc, du coup, le canal s'est engagé auprès de l'État à compenser pour l'ensemble de ces impacts environnementaux, en abondant même sur la compensation. Et, euh, et donc, ils doivent suivre de manière assez précise leur impact environnemental. Et il se trouve qu'il n'y a pas de carte aujourd'hui qui existe précise qui délimite les bois, les haies et les bosquets. Et enfin, le dernier point, c'est il y a un contrôle de gestion rigoureux qui doit être établi et communiqué auprès des instances qui financent le projet, notamment l'Union européenne. Et donc, actuellement, ça repose beaucoup sur des remontées terrain déclaratives qu'il faut ensuite consolider. Donc nous, par rapport à ça, on a mis en place deux domaines principaux. Donc ça fait l'objet d'une année d'expérimentation en mode marché d'innovation avec le canal. On avait avant ça établi à peu près le cahier des charges des travaux qu'on allait mettre en place dans cette plateforme. Donc il y a un domaine avancement de la construction. Donc il s'agit d'assurer la traçabilité et la mesure de l'origine
à la destination des sols excavés. Et le deuxième gros point, c'est mesurer l'avancement du chantier par rapport à la cote projet, donc la surface et les volumes, pour l'ensemble des éléments qui sont construits, les biefs, les écluses, les ponts, etc. Le deuxième, c'est le domaine impact environnementaux, donc cartographie, haute précision des arbres individuels, des forêts, des haies, des bosquets, et aussi suivre le programme de compensation. Donc au fur et à mesure qu'il se met en place, on en reparlera. Et le troisième point, qui est lié plutôt à des problématiques d'expropriation agricole, c'est l'identification des types de cultures agricoles. Voilà. Il y a des sujets annexes qui seront mis en place dans le temps. Et il y a surtout un sujet à très long terme qui est la gestion des risques, à la fois sur la déformation des ouvrages, donc le suivi des mouvements de terrain et des risques de fragilisation du canal, et aussi les pertes d'étanchéité, donc les fuites qui viennent avec. Voilà, donc si on passe un peu à la version projet sur les chiffres qui peuvent être intéressants de regarder. Donc aujourd'hui, c'est quoi le projet? C'est une acquisition en Pléiade, je ne l'ai pas marqué, mais c'est Pléiade, 700 km² en stéréo, 10 acquisitions annuelles avec une période morte de 10 jours. Et pour ceux que ça intéresse, parce que ça reste quand même un débat encore assez ouvert entre les équipes et les experts un peu partout, c'est le rapport base-hauteur entre 0,2 et 0,6 pour l'acquisition stéréo. Et à droite, vous avez une image intéressante. Globalement, un seul Pléiade est capable de prendre l'intégralité des 700 km² en un passage, en deux fois. Vous le voyez, donc il prend deux images, le secteur du dessous et le secteur du dessus, et ensuite il se retourne pour prendre les deux autres images, enfin, en tout cas la caméra, pour reprendre les deux autres images qui, euh, qui permettent de finaliser la stéréo. Et donc, ce que je voulais faire, c'était vous présenter la plateforme. Donc, il faut que je change d'écran, si ça marche. Je vais vous montrer. Voilà. C'est bon. OK, donc là, c'est bon, vous voyez l'écran ou pas? Oui, oui, c'est bon. D'accord, donc c'est une plateforme GIS classique, hein, sauf que c'est nous qui l'avons développée avec nos technos. Donc vous allez retrouver ici une timeline avec l'ensemble des observations qu'on a acquises depuis le début. Ce qu'on va regarder, c'est globalement le tracé du canal pour revoir un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, donc par rapport à l'ampleur du chantier et l'endroit où il vient chercher des canaux de grand gabarit pour justement permettre aux bateaux de passer. Donc vous la voyez, le canal grand gabarit qui ne pouvait pas du coup rejoindre la Seine-Maritime et grâce au chantier va permettre de pouvoir y accéder. Donc maintenant on va s'intéresser rapidement à la partie travaux. Donc on va partir du point de départ des travaux, là où ça a commencé, les premiers redressements routiers. Voilà, donc là, c'est des redressements routiers qui sont finis à la date du 5 mars. Donc, on va plutôt regarder quelle était la situation euh, en décembre 2023. Donc, c'est quoi l'idée ici? Nous, donc ça, c'est une route. Si vous voyez un peu ce qui se passe en dessous à l'époque. Attendez, hop. Désolé pour la manip. Voilà, donc vous voyez, c'était en construction. D'ailleurs, c'est marrant, si on prend Google Satellite, ils sont tellement en retard qu'on voit le terrain d'origine à l'époque. Donc ça, c'est ce redressement routier, parce que donc ils ont cassé pour pouvoir permettre au canal de passer et ensuite de recréer une nouvelle RD, route départementale 66. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les plans des architectes, donc des plans en 2D. On a enlevé les tronçons, les arcs, les clotoïdes, l'ensemble des éléments tabulaires qui étaient présents pour créer un modèle numérique de surface cible du profil projeté du redressement routier. Donc on a la cible, on a un target. Ensuite, on a travaillé sur les MMT, notamment les calibrant avec la base nationale des bâtiments. Et puis ensuite, à chaque observation, on reçoit un couple stéréo et on est capable de calculer le nouvel MNS. Et ensuite, on projette ces nouveaux chiffres par rapport à la cible, la target, pour déterminer des pourcentages d'avancement. Donc, on va essayer de se rapprocher et essayer de voir l'écran en entier. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ouvrage qui est rappelé, on voit la date d'observation et le pourcentage de progression global de l'ensemble du redressement routier, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté le redressement routier en environ
enfin tous les 25 mètres tout simplement, pour pouvoir avoir une analyse plus fine de l'avancement et différencier par rapport aux autres tronçons. Donc est-ce qu'on a le volume de remblai nécessaire, donc dérivé du MNS cible. Ensuite, on mesure nous le volume de remblai, puis on détermine la progression du segment, et on fait la même chose avec l'altitude. Donc on a l'altitude à atteindre, l'altitude du terrain naturel, le changement d'altitude cible, l'altitude mesurée et le changement d'altitude mesurée. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, et ça on va le faire pour l'ensemble des infrastructures qui seront construites. Et si on prend la partie remblai-déblai, donc là, ce qu'on fait, c'est que on identifie donc tout ce qui est en rouge, c'est de l'apport de terre, et tout ce qui est en bleu, c'est de l'excavation. Donc on calcule la hauteur, la surface et le volume, et on détermine si c'est dans des emplacements qui sont prévus à cet effet. Et si on peut regarder un peu du côté de l'A2, parce qu'il y a des travaux importants en ce moment, parce que donc l'A2 va passer, enfin en tout cas le canal va passer ici au niveau de l'A2. Voilà, donc c'est un autoroute avec beaucoup de fréquentation. Donc on va aller regarder au 5 mars. Donc ici on voit l'ensemble des zones de stockage. On est sur des volumes beaucoup plus importants, hein. On parle de 10 000 m3 ou des excavations à moins 12 000 m3. Et donc là, si on regarde le raster, c'est la situation. Donc ils ont fait carrément un contournement de l'A2. Donc si on veut savoir comment c'était avant, on demande à Google Satellite. Donc ils ont fait un contournement pour permettre ensuite de créer le pont en eau qui va arriver, et donc ne pas couper la circulation. Voilà. Donc sur la partie boisement, on va prendre un peu de recul. Donc voilà, donc on map à l'échelle des 700 km², hein, donc l'ensemble des zones. Euh, donc si je vais mettre le raster derrière. Alors, on a jusqu'aux arbres isolés. Donc ça, c'est pour la partie boisement. Et si il y a la même chose pour la partie déboisement, mais je vais accélérer pour pouvoir finir la présentation. Donc voici l'ensemble des éléments qui sont aujourd'hui mis dans la plateforme. Et ensuite, si je peux revenir à la présentation. Voilà. C'est bon là. Donc, super. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en plus? C'est qu'il était demandé. Donc, il y avait l'expropriation des agriculteurs. Donc, l'objectif, c'est de rationaliser l'indemnisation des agriculteurs. Donc, là, on a décidé de travailler sur des séries temporelles plutôt que d'utiliser les images Pléiades qu'on avait. Donc, des séries temporelles radar sur un cycle globalement phénoménologique annuel, puisqu'on est sur des cultures de cycle long. Et on a utilisé la base RPG donc pour l'entraînement du modèle et sa validation. Et ça nous sort 6 cultures environ, avec une précision globale assez haute. Je ne me rappelle plus et je ne pourrais pas vous la donner comme ça. Ici, donc, on a produit la carte sur l'intégralité du canal, des cultures autour du canal. Ensuite, le deuxième point, un peu plus sympa côté environnement, c'est la restauration des zones humides. Comme on l'a dit, il faut absolument que le canal, enfin, le canal s'est engagé à compenser pour, il va planter des arbres, des haies, des bosquets, mais il va aussi compenser pour les îlots de biodiversité. Et donc, dans le cadre de ces compensations, il y a la restauration de zones humides. Alors, vous le savez peut-être, les zones humides, c'est un impact écologique, hydrologique et climatique qui est vraiment important, hein. Ça permet, enfin, déjà, ça héberge beaucoup de diversité végétale et animale, dont des espèces rares et menacées. Ça régule le cycle de l'eau puisque ça permet d'absorber les crues, de libérer l'humidité, mais aussi de recharger les nappes phréatiques. Ça réduit la pollution des eaux et ça la diminue. Et puis, c'est un puits carbone aussi important. Et donc, on a un problème avec ces restaurations de zones humides, c'est la présence parfois de plantes exotiques invasives. Et en l'occurrence, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la jussière rampante, Primrose Willow, parce qu'elle a une tendance à proliférer de manière très importante et qu'elle elle est pas très favorable à la cohabitation avec les autres espèces. Donc, elle rentre en conflit et donc il y a aussi une perte de diversité dans la végétation autochtone. Et le problème,
c'est que c'est souvent dans des zones qui sont difficiles d'accès, donc il faut pouvoir avoir des moyens d'identifier son apparition là où elle s'étend et de pouvoir intervenir de manière ciblée parce que les enjeux financiers sont vraiment extrêmement importants. Donc ce qu'on a utilisé, c'est l'image Pléiade Neo 30 cm et ces 6 bandes, c'est important. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a créé un foundation model sur du Pléiade Neo avec les 6 bandes, donc entraîné avec les 6 bandes. Et donc, on a fait un fine-tuning de ce modèle avec un dataset qu'on a fait manuellement, mais de taille restreinte, du fait de l'intérêt du fine-tuning sur un foundation model. Voilà, donc il y a des évaluations qui sont en cours, hein, c'est assez récent. L'objectif principal pour nous, c'est d'arriver à tirer parti de justement la fameuse Deep Blue Band, parce qu'on pense qu'on va pouvoir voir détecter la Jussie en phase de croissance subaquatique, donc quand on l'a pas encore sorti sa tête de l'eau. Donc on veut profiter de ça, donc c'est un sujet qui est en cours. Et puis après, à terme, ce qu'on veut, c'est pouvoir étendre ça vers d'autres plantes invasives, et notamment la myriophylle du Brésil. Et enfin, dernière chose qu'on fait et qu'on a lancé il y a 2-3 mois, c'est des tests préliminaires sur la surveillance des ouvrages en eau, parce qu'avec l'objectif que quand le canal sera en eau, on puisse avoir des solutions robustes de surveillance de déformation des ouvrages, mais aussi des risques de fuite. Donc on a travaillé dans le cadre d'un projet avec le CNES sur un AMI, justement à la synergie de l'interaction entre le sol, l'humidité, les déformations. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc des interféromégrammes qu'on a construits à base de Sentinel-1, donc on a fait de l'INSAR pour la déformation, et puis on a utilisé ça aussi pour l'analyse de l'humidité. Après, on a utilisé des masques d'eau et bâtiments pour éviter d'avoir des valeurs trop extrêmes parfois dans l'analyse sur l'humidité. Puis enfin, RA5 pour la pluviométrie. Donc on a focus sur le canal du Nord, puisque l'autre est pas en eau encore aujourd'hui, parce qu'on sait à cet endroit-là, c'est relaté, qu'il y a des faits d'eau, de fuite très importants. Et on a réussi à identifier justement une corrélation déformation, c'est la zone qui est entourée en rouge, avec humidité. Donc c'est très prometteur sur la suite, même si on utilise un instrument S1 qui est quand même assez peu résolu pour faire de l'interférométrie, mais si vous connaissez les coûts de TerraSARX, vous comprendrez pourquoi on n'a pas pris cette option tout de suite. Voilà.